Donc, on va maintenant passer à un échange avec Abdourahmane Mohamed Guelleh, qui est dit TX, qui est fondateur et dirigeant du RAD, c'est-à-dire le Rally for Action, Democracy and Ecological Development, le Rassemblement pour l'action, la démocratie et le développement écologique, qui est un parti politique à Djibouti. Il était maire de la ville de Djibouti avant, mais il a abandonné la politique en 2018 pour faire avancer le mouvement pro-démocratie à Djibouti. Et il a subi beaucoup de répression, notamment de la prison pour ses combats non violents. Et voilà. Mais il porte à Djibouti, avec ses collègues du RAD, des actions hyper intéressantes et innovantes. Et du coup, on va en parler avec lui. Bonjour TX. Ah, votre micro est coupé. Le classique de Zoom. Bonjour Mathieu, merci de l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là. Et du coup, on va parler ensemble de vos actions de résistance et de désobéissance civile à Djibouti. Donc du coup, pour qu'on comprenne bien un peu dans quel contexte vous agissez, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte politique à Djibouti des dernières années ? D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, Djibouti est un pays situé sur la corne de l'Afrique, au bord de la mer Rouge. Et c'est un pays hautement géostratégique. Et il y a la présence américaine, 4000 hommes militaires à Djibouti. On parlait souvent des bases militaires. La France y possède une base avec 1500 hommes. Il y a la Chine également, qui à terme vise à 10 000 hommes et qui est déjà présente. Il y a également plusieurs autres pays européens, mais également le Japon. C'est un pays hautement géostratégique, Djibouti. Mais c'est un pays dirigé par un régime autoritaire, familial, sécuritaire, très répressif. Pour prendre un petit exemple, en République de Djibouti, il n'y a qu'une seule radio, un seul journal et une seule télévision qui, sur ces antennes, toute voix critique est interdite. Comme décrit la science politique, les régimes autoritaires, on est pratiquement à Djibouti, nous vivons sous un régime autoritaire, les régimes autoritaires décrits de manière vraiment claire par la science politique. D'accord, oui, donc dans un contexte très répressif, comme vous allez peut-être nous en parler, parce que vous avez notamment subi beaucoup de répression vous-même, pour les actions que vous mettez en place. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler du RAD que vous avez fondé et des actions que vous mettez en place avec ce collectif ? Oui, d'abord, notre contexte est difficile, très répressif. Moi-même, j'ai été menacé de mort, j'ai connu la prison, j'ai connu la confiscation de mon passeport. Je n'ai pas vu mes enfants et mon épouse pendant 3 années, de 2016 à 2019. C'est dans ce contexte très difficile que nous agissons. Et dans l'esprit que nous agissons, pour vous donner un petit exemple, j'ai été menacé de mort. Et j'ai répondu que nous sommes là pour faire avancer une cause, que nous sommes prêts à être tués, mais non pas pour tuer. Ça résume un peu notre philosophie d'action. Nous ne sommes pas là pour tuer, mais nous sommes prêts à être tués pour la cause. C'est pourquoi nous agissons souvent de manière non violente. Toutes nos actions obéissent à une discipline rigoureuse de la non-violence. Notre mouvement est créé d'abord en 2012. Au départ, nous agissions comme un parti politique d'opposition, comme on en voit un peu partout dans le monde et particulièrement en Afrique, vit l'incapacité, je dirais, de vaincre un régime autoritaire par les urnes. Bien qu'il y ait eu une unité d'opposition, les partis politiques d'opposition sont unis en 1999 derrière un leader. En 2003, pareil. En 2013, la même chose. Il y a eu une unité sans faille. Malheureusement, nous avons constaté que les problèmes stratégiques et non pas la question d'unité. C'est pourquoi nous avons abandonné la routine de la politique traditionnelle
et que nous avons opté pour la résistance civile non violente en agissant en dehors de la légalité parce que, tout simplement, en France, par exemple, il peut y avoir une manifestation, donc c'est dans un cadre légal, elle peut se dérouler. Par contre, dans un régime autoritaire, il est impossible. En France, par exemple, ou dans un pays démocratique, on peut distribuer des tracts, alors que dans un régime autoritaire, il est impossible. Dans un pays démocratique, on peut organiser une grève, les travailleurs peuvent organiser une grève. Sous un régime autoritaire, il est impossible. Donc, comme nous a appris la résistance civile non violente, il faut créer des conflits, des tensions en dehors de la légalité pour faire avancer la cause. C'est ce que donc, les mouvements RAD fait ces dernières années. Ok, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des actions concrètement que vous mettez en place? Vous avez fait notamment un faux mariage, vous avez des actions que vous appelez de backfire pour soutenir les personnes qui sont réprimées et qui sont vachement innovantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis après, on pourra montrer une petite vidéo aussi de ce faux mariage. Oui, parce que donc la résistance civile non violente obéit à des règles et à des codes. Par exemple, nous avons organisé des sit-ins, nous avons organisé des marches non violentes, nous avons organisé plusieurs tactiques. Et la colonne vertébrale de nos actions se résume à trois piliers, comme par exemple, donc tout doit obéir à l'humour, à la joie, à la danse, à la chanson, parce que tout simplement quand la sanction ou la répression est faite pour faire peur aux militants, alors que nous devons proposer quelque chose qui doit rendre joyeux l'atmosphère pour faire balancer également les niveaux des pairs. À chaque fois que les niveaux des pairs augmentent, il faut faire augmenter les niveaux de la joie et de l'humour pour faire balancer, donc pour équilibrer cette balance. Et c'est pourquoi, par exemple, notre mouvement a eu l'initiative ou l'idée d'organiser un vrai faux mariage. Tout était vrai, mais tout était également faux. Par exemple, il y avait un couple, donc c'était un vrai couple avec une cérémonie solennelle, avec les invités, les familles, tout était solennel comme si c'était un vrai mariage, mais tout était joué donc dans une rue que les activistes ou les mouvements ont bloqué dans une des artères de la capitale à Djibouti. Et à partir de là, donc, tout le monde s'est regroupé sur ces vrais faux mariages. Vraiment, les gens croyaient que c'était un vrai mariage, mais tout était faux, alors que nous avions des objectifs derrière, par exemple, comme recruter toutes les personnes qui s'attroupaient autour de ces mariages, mais également donc, de démontrer que nous sommes là pour jouer, chanter, nous amuser, tout en faisant avancer la cause. Et cette vidéo a fait plus de 300 000 vies dans les réseaux sociaux en quelques semaines. D'accord, ah oui, c'est énorme. Mais on va peut-être regarder un petit extrait de cette vidéo du faux mariage et on en reparle après. Ah, c'est fini? Ok. Pardon, c'est fini, je ne l'avais pas vu. Voilà, donc on voit cette vidéo donc, de plein de gens qui font la fête, qui chantent et qui dansent et qui bloquent complètement une rue. Et donc on comprend bien que c'est compliqué pour le pouvoir de réprimer une célébration comme ça d'un mariage sans savoir si c'est un vrai ou un faux mariage. Et donc ça permet effectivement de recruter. En plus, c'est comme vous disiez, ça met de la joie, ça met de la bonne humeur et du coup ça donne envie, quand on voit ça, ça donne envie d'aller à des actions du RAD. Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi du coup de la stratégie de backfire? Oui, donc avant de passer au backfire, donc c'est nous souvent nos tactiques, nous proposons des tactiques dilématiques. Les régimes aura le choix entre deux options, nous réprimer ou bien nous laisser. Donc s'ils nous répriment, ils se ridiculisent. Et s'ils nous laissent, donc dans les deux tableaux, donc, nous sommes gagnants, ouais. Les mouvements avancent, quel que soit les choix du régime dans ses choix. Et les backfire, donc, c'est une autre tactique qui est considérée, qui vise la répression directement.
les régimes, en réprimant l'opposition, ils visent à faire peur. Ouais. Ah, on vous entend plus, Mohamed Abderrahmane. Le micro est coupé, j'ai l'impression. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Oui. Donc, les tactiques des backfire visent la répression, tout simplement. Et les régimes, en fait, il faut comprendre les concepts de la répression. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est non seulement d'arrêter les mouvements et de faire perdre les mouvements, mais en sanctionnant des activistes, ils visent également la population ou les autres pour empêcher de rejoindre les mouvements. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, très dernièrement, il y a des arrestations qui se font pratiquement chaque année, donc en fonction des tactiques que nous proposons. Et une fois que nos gens sont libérés, on leur organise une fête. On leur organise cette fête pour démontrer que, au contraire, la répression n'a pas arrêté ou stoppé l'élan des activistes, mais au contraire, cette répression doit encourager les autres, tout simplement. Vous allez devenir très connu. Par exemple, votre courage va être distribué ou, comme on appelle, partagé. Votre courage va être partagé au sein de la population, de l'opinion publique. Les mouvements vont démontrer que vous êtes quelqu'un qui lutte pour une cause et qui est un héros. Et là, du coup, je me souviens quelqu'un qui disait, il y a des ans maintenant, mais quand est-ce que moi aussi je vais être arrêté? J'ai envie d'être arrêté. Tout simplement, la cérémonie, la fête qui va être organisée à l'honneur des personnes qui ont été emprisonnées à leur sortie, va encourager les autres aussi à être prêts pour être emprisonnés. Et d'où, une fois que nous avons d'autres personnes qui sont prêtes à être arrêtées, voilà, donc c'est une chaîne, c'est une manière de casser la chaîne contre la peur. Par exemple, moi, j'ai été menacé par les régimes à Djibouti, en personne, les présidents de Djibouti, dans une discussion avec les puissants chefs de la police. Il s'agissait de mon arrestation, de ma torture, de mon assassinat et de la disparition de mon corps. Et là, qu'est-ce que j'ai utilisé? La tactique du backfire, en défiant les chefs de l'État, de venir métier, donc que je suis chez moi et que je suis prêt à mourir et que je ne crains pas de mourir tout simplement. Chacun va mourir un jour et je préfère mourir la tête haute plutôt que de mourir sur un lit de malade. D'accord, ouais, donc c'est une stratégie efficace, mais qui demande du courage. Mais c'est vraiment hyper intéressant d'encourager comme ça les personnes et de célébrer le courage qu'ils ont eu et la répression qu'ils ont pu subir. Une autre tactique que je peux brièvement souligner. Allez-y, bien sûr. La même tactique backfire. J'ai vécu une confiscation de mon passeport. Mon épouse et mes enfants vivent en Belgique. Et là, donc, j'ai été empêché d'aller voir mes enfants et mon épouse, d'autant plus que mon épouse, quand elle quittait Djibouti, elle portait avec elle, en grossesse, à 4 semaines de gestation, une petite fille qui naîtra en Belgique. Et je l'ai vu pour la première fois à 3 ans. Les régimes autoritaires aiment pousser les opposants à l'exil. Et moi, j'ai refusé de partir tout simplement sans mon passeport parce qu'ils voulaient que je parte et que je ne revienne plus au pays. Donc, il faut démontrer souvent qu'il faut utiliser ce retour des flammes pour rejeter cette répression sur celui qui a voulu vous réprimer. Ouais, non, c'est hyper intéressant comme stratégie. On va peut-être s'en inspirer aussi en France avec une montée de la répression, même si on est loin de ce qu'on peut avoir à Djibouti. Alors du coup, depuis que vous avez un peu abandonné la politique plus classique pour justement entrer dans cette stratégie des désobéissances civiles, est-ce que vous avez vu du coup un changement, des réussites, peut-être l'opinion publique qui vous a plus compris, rejoint? Qu'est-ce que vous avez vu comme réussite de cette nouvelle stratégie? Donc, c'est une très bonne question parce que notre mouvement a été créé en 2012
Et quand j'ai été en prison en 2016, pendant 4 mois, je me suis retrouvé tout seul dans ma cellule. D'accord. Et là, j'ai commencé à mener une réflexion en posant la question, par exemple, pourquoi l'opposition à Djibouti n'arrive pas au pouvoir ou ne gagne pas. Malgré, donc, comme je disais tout à l'heure, l'opposition est arrivée à s'unir autour d'un leader en 1999, en 2003 et en 2013. Alors la question est de savoir pourquoi, malgré ces victoires, l'opposition n'arrive pas au pouvoir. Là, j'ai compris qu'il y a un problème de stratégie. Et c'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, nous refusons à rejoindre toute unité de l'opposition, tout simplement parce que sans changement de stratégie, l'échec est bien garanti. Et là, donc, en 2018, après des ans de formation personnelle d'abord, avec des organisations internationales comme l'ICNC, l'International Center en non-violent conflit, et avec des formations, avec d'autres formations beaucoup plus larges, avec des organisations internationales. Et je me suis auto-formé au départ, j'ai commencé à faire des recherches, et bien sûr, avec nos réseaux, j'ai bénéficié des formations, et ces formations, après, je les ai transmises à mes équipes, à mes collaborateurs, à notre mouvement. Et maintenant, donc, après 5 ans, nous constatons que vraiment, donc, ça fait évoluer la lutte, tout simplement. Et nous sommes réprimés de manière permanente, non seulement, mais également. Donc, au départ, les régimes ne se sentaient pas inquiétés, mais non, ils se sont inquiets, menacés, d'où la répression permanente. Et deuxièmement, ça a créé un enthousiasme et une joie au sein de la population. Tout simplement, il y a un nouvel espoir qui s'est créé autour de notre stratégie. Et c'est pourquoi nous tenons à aller dans ce sens, à continuer. Et c'est que nous avons un plan stratégique. Nous n'agissons pas à vie, nous naviguons pas à vie, mais nous avons un plan stratégique quinquennal. Et ce plan travaille effectivement dans tous les segments de la population, dans toutes les tactiques, dans toutes les méthodes. Et c'est pourquoi nous ne voulons plus revenir en arrière en perdant notre temps comme nous avions déjà perdu des temps dans d'autres coalitions. D'accord. Et alors, du coup, ce plan quinquennal, il vous mène où? C'est quoi un peu la suite de cette lutte? Est-ce que vous avez espoir peut-être de renverser le régime plus ou moins Donc prochainement? d'abord, ce plan quinquennal, il a une ossature. Donc les piliers de ce plan quinquennal, c'est notre plan stratégique en fait, c'est la stratégie. Qu'est-ce que nous visons? Nous avons deux buts, c'est de mettre fin à ces régimes autoritaires vieux d'un demi-siècle par la non-violence, par la joie, la danse, les tactiques que nous utilisons et bien d'autres tactiques que nous utilisons de manière discrète au sein de la population. Donc tout est non-violent, tout est pacifique. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, évidemment, donc c'est là où nous visons, c'est d'instaurer en République de Djibouti une société libre, juste et démocratique, où chacun peut concourir librement dans une élection transparente et que les Djiboutiens donc, accordent la destinée du pays à qui ils veulent, et tout simplement parce que donc, l'essentiel, c'est de mettre en place des institutions démocratiques et fortes plutôt que de mettre en place des hommes ou des groupes forts. Ouais, très, très sage. Et alors, les prochaines élections, elles sont prochainement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de gagner par la voie des urnes, ou est-ce que vous pensez que ça passera par autre chose? D'abord, comme partout en Afrique, vous l'avez remarqué, donc l'Afrique, c'est l'instabilité, c'est les conflits post-électoraux, c'est la guerre, c'est les morts, c'est les blessés, c'est les incendies. Donc, nous, notre but stratégique, c'est d'inculquer à la population djiboutienne, de conscientiser à la population djiboutienne qu'il peut y avoir un changement pour mettre en place des institutions fortes. Donc, pour l'instant, notre but stratégique, c'est comment provoquer en République de Djibouti une alternance démocratique pacifique, d'abord,
en chassant ces régimes par la non-violence et puis donc de permettre aux Djiboutiens de conquérir dans un esprit libre et démocratique au sein des élections transparentes. C'est ça en fait notre objectif principal. Nous ne sommes pas là pour viser, c'est vrai, en 2026, il y a une élection présidentielle. Donc, d'ores et déjà, il y a beaucoup de gens qui s'apprêtent à participer à cette prochaine élection présidentielle. Mais pour nous, elle est perdue d'avance tant qu'on utilise la même stratégie. C'est pourquoi nous, notre objectif principal et notre stratégie, c'est d'abord chasser ces régimes de manière non violente, puis permettre à tout le monde un terrain dans lequel ils peuvent jouer de manière fair play, transparente et libre avec l'appui de la population dans son ensemble, mais également avec toutes les organisations internationales qui garantissent la transparence électorale. Je peux rappeler ici que l'Union européenne est interdite à Djibouti pour suivre la transparence électorale, ni par exemple les États-Unis qui avaient envoyé en 2010 Démocratie internationale pour superviser des élections et qui ont été chassés. Donc, nous voulons que vraiment que des gens puissent, que les élections puissent se dérouler de manière transparente et libre. D'accord, très bien. Et vous en avez parlé rapidement, mais vous êtes auto-formé à la désobéissance civile donc en vous renseignant via des livres et via différents réseaux. Est-ce que c'était facile à faire avec le contenu auquel vous avez accès? Parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça vous a... vous avez une approche assez innovante, en tout cas très joyeuse de la non-violence à Djibouti, qui semble assez inédite, enfin pas uniquement, mais qui est très intéressante. Et du coup, voilà, est-ce que vous avez mêlé votre expérience personnelle à cette formation? Oui, d'abord, donc, bon, chacun donc, gère son temps, mais ça demande beaucoup d'efforts, évidemment. Mais ça demande également des investissements à la fois personnels, à la fois financiers. Mais si la personne s'organise, évidemment, elle peut s'auto-former. Après, donc, il faut avoir donc, les bons canaux, il faut avoir les bons réseaux pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je peux vous garantir que toute personne qui s'engage à aller dans cette voie peut réussir facilement. Je suis un exemple, donc j'ai commencé tout seul. Et après, avec mes réseaux, avec les contacts que j'avais, avec toutes les organisations qui pourraient nous aider sur ça, nous ont aidés. Et aujourd'hui, je suis certifié par l'Institut américain de la paix. Et, voilà, donc, pour le travail que j'ai mené, donc, surtout. Et j'ai passé un examen pour réussir, évidemment. Donc, j'ai été formé, oui, mais j'ai été également suivi un examen qui m'a certifié. Voilà. Oui, un niveau de compétence certain. Et du coup, est-ce que vous avez été contacté par d'autres organisations derrière pour justement, après vous êtes formé et transmettre ce que vous avez pu apprendre et créer à Djibouti? Oui, aujourd'hui, nous sommes membres de plusieurs institutions internationales, donc comme l'ICNC dont je vous parlais tout à l'heure. Les centres internationaux du conflit non violent, et puis donc avec d'autres comme les Canvas ou comme par exemple dernièrement, les mois derniers en novembre, donc notre mouvement a été membre fondateur d'une grande organisation internationale qui regroupe toutes les personnes et tous les mouvements qui luttent contre des régimes autoritaires à travers le monde. D'accord. Et ben, en tout cas, merci pour ce témoignage hyper intéressant et hyper inspirant. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler et d'échanger avec nous. On espère que ça aura inspiré des gens. Une dernière question, comment on peut vous soutenir depuis la France? Oui, d'abord, donc déjà c'est un soutien tout simplement, ce que nous faisons maintenant. Donc tout simplement, nous échangeons donc des expériences, nous échangeons des idées, et je pense donc qu'il faudra que nous puissions garder ces contacts et puis et aller de l'avant pour que nous puissions échanger ensemble, et surtout donc voilà, donc nous aujourd'hui avec notre statut de rôle fondateur dans le World Liberty Congress qui s'est tenu dernièrement dans la capitale de la Lituanie.
et qui a regroupé plus de 50 pays. Donc, l'Afrique, on a énormément besoin de la non-violence. Tout simplement, nous avons constaté que souvent, les conflits sont violents. Et je pense donc que Djibouti et la France, notre mouvement et votre mouvement pourraient travailler ensemble sur comment, par exemple, familiariser la non-violence pour familiariser les conflits non violents dans l'Afrique francophone qui a souvent des difficultés qui est souvent très en retard, je dirais, face à l'Afrique anglophone. Ok, et ben c'est hyper intéressant, c'est des pistes de collaboration qu'on explorera avec plaisir. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup, TX. Merci à vous. Et merci d'être venu. Je vous libère et on va passer à la suite. Mais merci pour cet échange hyper intéressant. Et, Merci à vous et nous, ensemble, nous gagnerons par la non-violence. oui, eh ben, on en est convaincu. Merci beaucoup. Merci, À bonne bientôt. soirée.